Alors, chers amis, bonjour et bienvenue à ce 11e épisode de notre balado, L'état du monde, en ma compagnie, mon collègue de toujours, Jocelyn Coulon. Jocelyn, comment vas-tu? Bonjour, très bien, très bien. Il fait un soleil Bon, magnifique à Montréal là-bas. Alors, on va pas se plaindre. moi, tu vois, en ce moment, je suis en Pologne, puis c'est la grisaille, il fait froid, c'est Ah oui, humide. J'ai hâte de rentrer à Astana, où au moins c'est peut-être un peu plus froid, mais c'est sec, puis il y a de la neige. voilà. Bon. Écoute, aujourd'hui, on a trois sujets à discuter. Donc, le premier, ça va être sur le Sud global. Le deuxième Voilà. sujet, ben, vous avez certainement vu dans l'actualité que la Maison-Blanche avait autorisé les Ukrainiens à utiliser des missiles à longue portée pour frapper en territoire russe. Donc, on va en discuter pendant quelques minutes. Et puis, petit retour historique, on a fait ça lors des premiers épisodes. Ça fait quelques semaines qu'on ne l'a pas fait, donc on a décidé de le refaire cette semaine. Donc, discuter de deux événements historiques. Donc, en 1977, la première visite de celui qui était président égyptien à l'époque, Anwar el-Sadat, en Israël, et aussi en 1995, les accords de Dayton, qui ont mis un terme au conflit en ex-Yougoslavie. Donc, ce sera pour la dernière partie de l'émission. Mais donc, je vais te laisser aborder la question du Sud global. Alors, Jocelyn, l'écran est à Très toi. bien, très bien. Merci, Jean-François. Alors, pourquoi parler du Sud global cette semaine? Eh bien, parce que lundi et mardi s'est tenu à Rio, au Brésil, le sommet du G20. Et le G20, ben, ça réunit 19 pays, plus l'Union européenne. Et cette année, on y a rajouté l'Union africaine. Et avant de parler du G20 puis des BRICS, puisque le Sud global, c'est aussi les BRICS, faisons un petit retour historique sur ces institutions qui n'ont pas de statut d'organisation, c'est des institutions informelles que sont le G7, le G20 et les BRICS, pour comprendre pourquoi j'arrive au Sud global. Le G7 a été créé en fait en 1974 par le président Valéry Giscard d'Estaing de France, mais ça ne s'appelait pas le G7, mais bien le G5. Il s'agissait des grandes puissances industrielles de l'époque, des puissances industrielles occidentales, bien sûr. Ça s'est transformé en G6 en 1976 lorsqu'on y a ajouté l'Italie. Mais à Ottawa, on n'aimait pas tellement ça et on a commencé à se plaindre. Pierre Elliott Trudeau trouvait que on boudait le Canada, ce qui fait que en 1976, s'est tenu pour la première fois le G7 aux États-Unis, puisque c'est les États-Unis qui invitaient, donc ils invitaient le Canada. Alors, le G7, c'est les grandes économies occidentales. Ça fait pas mal de chemin, comme tu peux l'imaginer. Ça fait quoi, presque 50 ans que ça existe. Mais on s'est aperçu, début des années 2000, euh, de plus en plus que naissaient, émergeaient ce qu'on appelle les puissances émergentes qui occupaient de plus en plus de terrain, tant sur le plan économique que diplomatique ou militaire. Et il est venu à l'esprit de Paul Martin, notre ministre des Finances de l'époque, donc on est en 1999-2000, de créer un G20 des ministres des Finances. Ça a commencé comme ça. Et comment était constitué ce G20? Eh bien, des puissances du G7, bien entendu, mais aussi de la Russie, de la Chine et de ces pays émergents comme l'Indonésie, le Brésil, l'Argentine, l'Arabie saoudite et bien d'autres, parce qu'on s'est aperçu qu'ils occupaient une place de plus en plus importante dans le système international. Et ce G20 des ministres des Finances a donné lieu à un G20 des chefs d'État
où là, cette fois-ci, on se concentrait sur les questions de politique étrangère, de diplomatie, d'armes de destruction massive et de bien d'autres considérations internationales. Et donc, on s'est retrouvé de plus en plus à élargir les sujets de discussion au sein de ce G20 et en parallèle, les Russes, mais aussi d'autres pays, ont commencé à réfléchir à un autre format qui pourrait réunir essentiellement les pays émergents. Et c'est là qu'on a vu se créer en 2009 officiellement les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud comme grandes puissances émergentes et qui pouvaient discuter de problèmes communs qui n'étaient peut-être pas à l'ordre du jour du G20 et encore moins du G7. Et ces BRICS, évidemment, ont pris leur envol très lentement, moins organisés, moins cohérents que le G7, bien sûr, euh, moins institutionnalisés que le G20, mais quand même avec une assise. On a entendu, bien sûr, comme tu peux l'imaginer, des ricanements un peu partout en Occident pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce BRICS, des démocraties avec des dictatures, ça donnera pas grand-chose. On avait dit la même chose pour le G20, puisque là aussi on a un assemblage de démocraties et de dictatures, et pourtant le G20 continue son petit bonhomme de chemin. On s'aperçoit que ces regroupements informels G7, G20, BRICS donnent des résultats. Personne n'est obligé de suivre les recommandations qui sont adoptées par les pays lors de leur assemblée annuelle, si je peux m'exprimer ainsi, mais on s'aperçoit que habituellement les États membres respectent leurs engagements. Et il y a un groupe de recherche à l'Université de Toronto qui, depuis des années, compile toutes les décisions prises par ces trois entités et se demande si, au bout d'un an, elles les ont mis en œuvre. Et on a un taux de conformité assez exceptionnel. Pour le G5, par exemple, les chiffres sont sortis il y a quelques jours, c'est 85% des recommandations de l'année dernière qui ont effectivement été mis en œuvre. Et pour les BRICS, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas juste un talking shop, c'est aussi une entité qui livre la marchandise à 80%. Donc, ça ricane un peu moins dans les médias occidentaux et chez les experts occidentaux de ces entités. Pourquoi parler du G20? C'est que je publiais lundi dans Le Devoir avec deux diplômés de l'Université d'Ottawa une courte, un court texte sur le fait que le Sud global arrive en force au G20, mais arrive aussi sur la scène internationale de plus en plus, comment dirais-je, avec un poids, comme je l'ai dit en début d'ouverture, qui est euh, important dans l'économie mondiale. Et je cite le Fonds monétaire international, qui est quand même pas un organisme de gauche, et qui dit essentiellement, qui a publié ses prévisions économiques pour les 5 prochaines années au moment même où se tenait le sommet des BRICS à Kazan en Russie. Le Fonds monétaire dit que l'économie mondiale devrait, au cours des 5 prochaines années, s'appuyer encore plus fortement sur les BRICS pour stimuler son expansion plutôt que sur leurs homologues occidentaux plus riches. Et partout, on voit des évaluations de ce que non seulement les BRICS, qui sont aujourd'hui 9, parce qu'il y a 4 autres pays qui se sont joints aux 5 pays de base, mais on s'aperçoit que les économies du Sud et les économies émergentes du Sud tirent la croissance et que contrairement à il y a quelques années, c'est pas seulement la Chine dans ce Sud global qui tire la croissance,
mais de plus en plus de pays de ce Sud global. Donc, il y a une diversification de la puissance économique et nécessairement de la puissance diplomatique ou militaire. Parce que ce que nous avons découvert aussi dans cette étude sur le Sud global, c'est non seulement que le commerce sud-sud a dépassé le commerce nord-nord, ce qui est assez intéressant quand même, mais que les relations diplomatiques se sont multipliées entre les États du Sud à tel point que ces États du Sud ouvrent dans d'autres pays du Sud des ambassades ou des consulats. Et le champion toute catégorie, c'est la Turquie, Mhm. dont le nombre de représentations diplomatiques est passé, pardon, de 163 en l'an 2000 à 256 cette année. Ce qui fait que la Turquie est le troisième réseau diplomatique au monde après la Chine et les États-Unis. C'est quand même pas rien quand on y pense. C'est Et ce je qui crois qu'ils explique sont... aussi, c'est ce qui explique aussi pourquoi la Turquie prend une place de plus en plus importante en matière de négociation, de rencontres entre chefs d'État dans le cadre là, du conflit en Ukraine. Les discussions au printemps, Voilà. hiver, printemps 2022 se sont tenues en Turquie. Et puis ben, la Turquie fait participe aux discussions des BRICS et aussi un pays membre de l'OTAN. Donc, la Turquie aime vraiment jouer sur tous les tableaux en même temps, hein. Elle se voit comme une grande puissance. D'abord régionalement, avec l'influence qu'elle peut exercer dans le Caucase ou même en Asie centrale, son influence dans la Méditerranée auprès de l'Irak, la Syrie, Chypre, de plus en plus en Libye, mais en Afrique, à titre informatif, la Turquie a 45 ambassades sur 54 pays. C'est quand même incroyable. À titre d'exemple, Euh, le euh, Canada en a 28. Voilà, c'est la question que Alors, j'allais poser. Le Canada n'en a que 28 en Afrique. il n'en a que 28 de la part d'un pays qui historiquement est en Afrique depuis un siècle, qui parle le français et l'anglais, qui sont quand même les deux langues usuelles, en tout cas des élites africaines. Nous, on a perdu du terrain pendant que d'autres pays gagnent du terrain en Afrique. Et pour revenir à ce Sud global, de nombreux pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie, le Brésil, la Corée du Sud organisent ce qu'on appelle des sommets Afrique-Russie, Afrique-Inde, Afrique-Chine, sur le modèle que les Français ont institué il y a une cinquantaine d'années. Le Canada n'a jamais organisé un sommet avec les pays africains, pourtant, comme je le disais, avec une empreinte de plus d'un siècle. C'est pour montrer non seulement l'importance de l'Afrique dans le système international, puisqu'on dit que ce sont les marchés de l'avenir, mais le maillage de plus en plus intéressant entre les pays du Sud eux-mêmes. Donc, voilà ce qui m'apparaissait intéressant de dire au sujet de ce Sud global qui prend de plus en plus sa place sur la scène internationale et qui, contrairement là encore à ce qu'on peut lire dans la presse occidentale, n'est pas là pour renverser l'ordre mondial libéral. Il est là pour tenter de le refonder. Alors, évidemment, peut-être que la Russie aimerait bien faire exploser cet ordre libéral. Peut-être que la Chine a aussi certaines ambitions. Mais plus le BRICS va s'élargir, par exemple, plus ça va devenir difficile pour les Russes et pour les Chinois d'imposer leur conception d'un monde qui serait anti-occidental. Les autres pays tiennent à leur relation avec l'Occident. Je pense ici au Brésil, à la Turquie, Oui. à l'Inde en particulier, quand on voit Argentine. l'Argentine, mais l'Argentine ne fait pas partie des BRICS, fait Oui. partie du G20. Mais c'est pour montrer que ces pays sont en marche, mais ils sont tiraillés, bien sûr. Il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas d'objectif commun, sinon de se concerter sur des problématiques communes et puis d'essayer de réformer les institutions internationales
Par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce serait peut-être le temps qu'il soit réformé. Alors voilà ce que j'avais à dire là-dessus, Jean-François. Ben merci. Oui, en fait, ben, oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'en ce moment, c'est pas dans l'intérêt des pays du Sud global de faire éclater l'ordre mondial. On verra la suite des choses. Les BRICS, un élément important qu'on avait mentionné il y a quelques semaines lorsqu'on en avait discuté dans un épisode précédent, c'est que c'est pas une organisation qui est exclusive, donc qui requiert de la part des États leur retrait de d'autres organisations Oui, c'est pas l'OTAN. plus occidentales. Donc la Turquie qui participe aux réunions des BRICS fait partie de l'OTAN. Pendant très 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 longtemps, a cherché aussi à joindre l'Union européenne. Ouais. Ceci dit, peut-être dans 10, 15, 20 ans, l'appartenance aux BRICS pourrait devenir quelque chose d'exclusif. Et là, si c'est le cas, ben, les pays vont devoir faire le choix, Mhm. s'aligner davantage sur le bloc occidental ou s'aligner davantage vers le bloc des BRICS ou demeurer un bloc de non-alignés, comme ça avait été le cas pendant la guerre froide, Ouais. avec les avantages ou les inconvénients qui viendraient avec, là. Ouais. Donc, voilà. Ben, écoute, on va passer au deuxième sujet qui est très d'actualité en ce moment. Si vous avez suivi ce qui s'est passé, Washington a donné la permission aux Ukrainiens d'utiliser des missiles à longue portée pour frapper à l'intérieur du territoire russe. Aux dernières nouvelles, donc on enregistre mardi en début d'après-midi, heure de Montréal. La Russie aurait rapporté que 6 missiles auraient été lancés dans la région, près de la ville de Briansk, qui est au nord-ouest de Koursk. 6 missiles à longue portée auraient été lancés à partir du territoire ukrainien. Euh, Selon les agences de presse russes, 5 de ces missiles-là auraient été interceptés. Un seul missile aurait atteint sa cible sans causer de dommages significatifs. Encore une fois, c'est ce qu'on rapporte dans la presse russe. Donc ça, c'est vraiment pour moi un élément, un point tournant dans le conflit. Mhm. Parce que, encore une fois, si vous avez suivi l'actualité au cours des dernières semaines, Vladimir Poutine avait été très clair à ce sujet-là. Il avait dit, et il a redit récemment encore, que si ça devait avoir lieu, il considérerait que, dans ce cas-ci, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, donc l'OTAN, seraient devenus des co-belligérants dans le conflit Mhm. et que ça voudrait dire que l'OTAN est officiellement en guerre contre la Russie. Et la raison pour ça, contrairement aux missiles anti-chars, aux chars d'assaut, aux F-16 qui ont été fournis dans les derniers mois aux Ukrainiens, ces armes-là, c'était essentiellement juste de l'équipement qu'on transférait aux Ukrainiens, puis Mhm. ils étaient opérés à 100% par les Ukrainiens. Dans le cas des missiles à longue Sur le territoire ukrainien en sur le plus. territoire ukrainien, oui. Donc, il n'y avait pas de soldats américains qui aidaient les Ukrainiens à manier les chars Bradley sur le champ de Mhm. bataille. Donc, c'était des équipements qui étaient utilisés uniquement par des Ukrainiens. Maintenant, avec les missiles à longue portée, c'est que ben, ça requiert des images satellites, on s'entend. Donc, c'est les C'est pays les membres de Américains. l'OTAN les Américains qui sont en mesure de fournir ces images-là. Et c'est surtout, ces missiles-là ne sont pas opérés par Mhm. des soldats ukrainiens, mais ils sont opérés par des soldats britanniques, français ou américains. Donc, ça fait vraiment, dans la tête, dans l'esprit du Kremlin, ça fait vraiment en sorte que il y a des soldats de l'OTAN en Ukraine qui opèrent des équipements qui servent à frapper le territoire russe. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très différent, les missiles à longue portée, que tous les autres équipements qui ont été transférés à l'Ukraine depuis 2 ans et demi, 3 ans. Donc, dans l'esprit de Vladimir Poutine, officiellement, la Russie serait officiellement en guerre contre l'OTAN. Donc, il a mis en garde les États-Unis. Et là, si effectivement 6 missiles ont été lancés, là, ça change vraiment la donne. Et puis, au cours des dernières heures, il y a aussi repensé, modifié la doctrine nucléaire russe de façon à faciliter l'utilisation, si ça doit être le cas, d'armes nucléaires, relâcher, comme on dit, entre guillemets, les règles d'engagement.
Donc maintenant, toute la question est de savoir qu'est-ce qui va se produire. Moi, c'est ce que je faisais remarquer ce matin dans une entrevue à une radio de Québec, c'est que on a tendance à oublier une chose qui pourtant saute aux yeux. Vladimir Poutine, dans le passé, a toujours fait ce qu'il avait dit. ce qu'il a dit. C'est pas un politicien qui manie la langue de bois, puis peut-être on verra, puis des retours en arrière, un peu comme Emmanuel Macron depuis 2 ans et demi, qui voulait, vous vous souviendrez, il voulait maintenir les lignes de communication ouvertes avec le Kremlin. 6 mois après, il menaçait d'envoyer des soldats français se battre en Ukraine. Donc, on ne sait pas vraiment sur quel pied il danse, mais dans le cas de Vladimir Poutine, il a toujours été très clair et il a toujours fait ce qu'il avait dit. Si effectivement il menace l'OTAN de représailles, ben, on peut s'attendre à ce que ces représailles-là aient lieu et qu'elles aient lieu plus rapidement que dans 3 ou 4 mois, là. Donc, Ouais. au cours des prochains jours, il va vraiment falloir surveiller ce qui va se passer. Man- Et puis, la question est sur toutes les lèvres. Quelles vont être ces représailles-là? Je pense que c'est hautement improbable qu'il utilise une arme nucléaire directement contre un pays membre de l'OTAN. Euh, Hmm. Là, ça serait vraiment une surescalade par rapport à ce qui se passe, mais tout ce tout ce qui peut se situer dans l'entre-deux est possible, et ça, c'est terrifiant de se Ben, dire que potentiellement une arme nucléaire pourrait être utilisée dans les prochains jours, les prochaines semaines, dans le cadre de ce conflit-là, là. moi, j'ai l'impression que peut-être dans le processus de gradation, parce que je ne pense pas qu'il va aller à l'extrême tout de suite, il pourrait y avoir une expulsion de tous les ambassadeurs de pays membres de l'OTAN à Moscou. Ce serait comme un premier coup de semonce. Il doit y en avoir une trentaine à peu près qui ont une ambassade sur 32, peut-être 32, qui ont une ambassade à Moscou. Et tous ces ambassadeurs seraient déclarés persona non grata. Ce serait une première action. La deuxième action, ça peut être des tirs d'armes conventionnelles sur des bases militaires de Pologne ou de Roumanie qui accueillent des armes occidentales qui sont stockées sur ces bases et qui sont acheminées au jour le Ouais. jour à l'Ukraine. Est-ce qu'on irait au coup de semonce nucléaire? Il y a des doctrines comme ça. Je pense à la doctrine française, je crois, quand on est dans un processus, quand on est dans une guerre et que on pense que nos intérêts vitaux sont menacés, on peut lancer un coup de semonce, c'est-à-dire qu'on fait exploser une bombe nucléaire quelque part dans la grande plaine de l'Ukraine sans toucher de population, ou en tout cas un minimum de population, ce qui serait le message envoyé qu'on est déterminé à Moscou à aller plus loin. Je, je n'ose espérer ça, hein, parce que ça n'a pas aucun... On rentre dans une zone là où on peut déraper facilement. Ah Alors, c'est oui, à peu près le scénario. c'est ça. Non, j'ai vraiment l'impression qu'on est au début août 1914, là. Ouais, On a l'impression que c'est Henri Guénaud, un ancien politicien français, c'est conseiller de Sarkozy, qui avait utilisé cette ouais, expression-là. C'est que l'Europe marche vers la guerre comme un somnambule. C'est ouais. lentement mais sûrement, on s'en rend pas compte, mais à un moment donné, on est en train de franchir des lignes qui ne devraient pas être franchies. Et là, lorsque Ouais. ces lignes-là sont franchies, là, tout dérape, tout peut déraper en l'espace de quelques jours, voire de quelques semaines à peine. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Peut-être, s'il devait y avoir recours à une arme nucléaire, moi, je pense que la possibilité qui serait peut-être la plus plausible lorsqu'on considère ce scénario-là, ce serait le recours à une arme nucléaire, pas sur le territoire ukrainien, pas sur le territoire polonais, roumain ou un pays membre de l'OTAN, mais sur le territoire russe. Donc, dans la région de Koursk, Mhm. contre les forces armées ukrainiennes qui ont pris le contrôle là, de la petite partie du territoire russe. Ouais, Si ouais. Vladimir Poutine utilisait une arme nucléaire tactique, donc en termes de destruction, quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a vu à Hiroshima, Nagasaki, donc pas une arme de destruction massive, mais une arme très tactique,
Ça pourrait être en Russie. Donc, il y aurait toujours le loisir de dire, ben, écoutez, j'ai attaqué personne. Ouais, je me suis défendu. Principe de souveraineté oblige. J'ai le droit de faire ce qui me plaît sur mon territoire national, y Mhm. compris utiliser des armes nucléaires. D'ailleurs, vous, les États-Unis, pendant la guerre froide, vous en avez fait exploser des centaines dans le désert près de Las Vegas, au Nevada. Nous, l'Union soviétique, on a fait la même chose. D'ailleurs, Ouais. l'immense majorité de ces armes-là ont été testées au Au Kazakhstan, dont Kazakhstan, on ouais. sait encore les conséquences sur la santé, malheureusement. Donc, ils pourraient toujours utiliser cet argument-là de oui, j'ai utilisé une arme nucléaire, mais sur mon territoire national, donc j'ai violé la Mhm. souveraineté de personne. Mais le message serait quand même envoyé, je suis prêt à l'utiliser. Et là, la prochaine Tout à fois, fait. ça pourrait être le long de la ligne de front sur le Donbass ou n'importe où ailleurs. Et donc, tenez-vous là pour dit. Mais bref, c'est ça une chose. Une chose est sûre, c'est que Vladimir Poutine, il joue pas au poker, là. Ou en tout cas, s'il joue au Non. poker, il montre ses cartes à tout le monde. Il n'a Mhm. jamais bluffé, puis encore une fois, je le dis, je le répète, il a toujours fait ce qu'il avait dit au préalable, là. Et puis, Mhm. on se souviendra, tu sais, en février 2022, avant l'invasion de l'Ukraine, il convoque tous ses conseillers, et puis il y a une discussion ouverte à la télévision. Oui, oui, Puis, oui, tout à je veux fait. dire, a posteriori, on aurait dû se rendre compte que ben, c'est clair qu'elle allait envahir l'Ukraine, là. Il n'y avait pas Mhm. photo, là. On n'a pas voulu y croire, mais il a toujours mis carte sur table. Donc, en termes d'honnêteté politique, vraiment, c'est un modèle à suivre, là. Ouais. Moi, par contre, aussi, un élément que je trouve un peu dommage, puis je pense que ça s'inscrit dans une tendance lourde dans les démocraties occidentales. Écoutez, il y a 2 semaines à peine, les Américains ont voté majoritairement pour un candidat à la présidence qui avait promis très, très ouvertement pendant la campagne électorale qu'il allait mettre un terme à cette guerre-là, que assez c'était assez, qu'il fallait Mhm. mettre un terme à cette tuerie-là. Donc, je trouve ça particulièrement déplacé de la part de l'administration Biden, moins de 2 semaines après avoir perdu l'élection, contre un candidat favorable à un cessez-le-feu, on ne va pas l'appeler candidat favorable à la paix, mais au moins un cessez-le-feu, de se lancer dans une escalade comme ça, Ouais. escalade qui peut hypothéquer carrément le programme politique de la personne qui vient d'être élue en matière de Mhm. politique étrangère pour les 4 prochaines années. Je pense qu'en termes de déni de la démocratie ici, il y a quelque chose qui est assez troublant. Oui, on peut dire, ben, écoutez, Biden est aux commandes jusqu'au 20 janvier prochain, donc Ouais. il a le droit Ouais. de tout faire. Techniquement, oui, mais il y a quand même une culture démocratique, un esprit démocratique qui voudrait que, bon, ben, oui, on est toujours aux commandes pour les prochaines semaines, mais on a quand même perdu l'élection. Donc, on va gérer essentiellement que les affaires courantes. On ne va pas Mhm. mettre en place des grandes réformes qui vont hypothéquer le programme politique du candidat qui vient d'être élu par une Ouais. majorité de la population. Tout à Donc, fait. ça fait vraiment un peu une espèce d'oligarchie de bien-pensants qui a considéré que le peuple américain avait mal voté, qu'il avait pris une mauvaise décision, et puis et cette Alors, oligarchie-là refusait de se plier au verdict populaire, ouais. puis s'engageait dans ce qu'elle veut bien mener comme politique. Puis je donne 2 exemples qui illustrent un peu ça. Je parle un peu ici une espèce de tendance lourde. Euh, 2000, 2005, le traité constitutionnel européen, Oui, euh, oui, oui, tout à fait. référendum en France, les Et Français rejeté. majoritairement contre, 55%, aux alentours de Bon, quelque 55% chose comme contre, ça. donc majorité claire contre le traité constitutionnel. Donc, bon, le peuple a voté, que ça plaise ou non aux élites, le peuple a voté, puis le processus aurait dû s'arrêter là. Or, qu'est-ce qui s'est produit au cours des années qui ont suivi, notamment par le traité de Lisbonne? Ils ont fait rentrer par la porte arrière les dispositions du traité constitutionnel qui avaient été Voilà. rejetées par le peuple, puis ils ont finalement fait ce que le peuple leur avait refusé quelques mois auparavant. Et, euh, et puis, voilà, je trouve ça très, très, très particulier. Et pour moi, c'est Mais je ça. pense que, je pense que ce qui sera à surveiller, puis on en rediscutera la semaine prochaine, c'est la réaction de Donald Trump d'abord, et parce qu'il n'a pas encore réagi là-dessus. Et puis, qu'est-ce qui va arriver sur le terrain? Alors, soyons à l'écoute Voyons et l'écoute, oui. on en reparlera la On en semaine reparlera, prochaine. oui.
Et peut-être très rapidement, il nous reste peut-être 5 minutes, je veux dire, au début de l'émission, un petit rappel historique. Il s'est passé deux choses à peu près au moment où on se parle, en 1977 puis en 1995. Donc, 1977, première visite officielle d'Anwar el-Sadat, président égyptien en Israël. Donc, on se souviendra qu'il y avait eu la guerre des 6 jours en 1967 entre Voilà, Israël et l'Égypte. Égypte qui avait perdu tout le désert du Sinaï, qui était devenu une zone tampon contrôlée par Israël. La guerre du Kippour en 73. 73. Et donc, en 77, c'était la normalisation, ou le début de la normalisation des Ouais. relations entre l'Égypte et Israël. Donc, l'Égypte, Sadat avait promis de reconnaître officiellement l'État d'Israël, son droit à exister, en échange de quoi les Israéliens allaient redonner à l'Égypte le territoire du Sinaï, qui avait été Mm. perdu pendant la guerre des 6 jours. Donc, ça a été un compromis politique qui a ultimement coûté la vie à Sadat lors d'un défilé militaire. Des éléments réfractaires de l'armée égyptienne l'ont assassiné parce que dans leur esprit, Sadat avait fait un compromis qui était inacceptable, donc de reconnaître le Voilà. droit d'Israël à exister. Puis 95, mais les accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre en ex-Yougoslavie, En après, fait, c'est en Bosnie surtout. surtout en C'est sur Bosnie, c'est sur la Bosnie finalement surtout la que Bosnie, porte oui. l'accord de Euh, Dayton. il y avait eu Il y avait le conflit avait affecté aussi la Croatie, un petit Oui, peu la Slovénie, mais c'était vraiment la Bosnie-Herzégovine ouais, qui avait subi le gros de la violence. On se souviendra du massacre de Srebrenica, par exemple, voilà, en juillet voilà. 95, qui avait vraiment été l'élément déclencheur qui avait finalement activé ce processus-là. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de s'intéresser à ces deux exemples-là parce que ce sont deux exemples de compromis politiques. Voilà. Donc, on parle beaucoup là, d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Ça nécessitera un compromis politique et ça veut dire, de part et d'autre, il doit y avoir des concessions qui doivent être faites. Mais c'est surtout dans des compromis politiques, il y a toujours des éléments symboliques qui doivent être faits, des compromis de nature symbolique qu'un auteur israélien qui s'appelle Avishai Margalit a appelé des compromis Ouais. sanguins. Donc, c'est vraiment pour une partie de la population, c'est inacceptable symboliquement de faire ce genre de compromis, mais au nom de la paix, ce sont des compromis qui doivent être faits. Donc, dans le cas de l'Égypte, donc, reconnaître le droit d'Israël à Mhm. exister, on a vraiment affaire ici à un compromis sanguin, hautement symbolique, encore une fois, qui n'a pas été accepté par des militaires égyptiens. Donc, dans le cas de l'Ukraine, s'il doit y avoir un compromis politique, ça devra passer nécessairement par des concessions territoriales, vraisemblablement de la part principalement de l'Ukraine, Mm. accepter qu'il devra y avoir une partition du territoire ukrainien, quelque Mhm. chose, un compromis sanguin qui va déplaire à une frange importante de la population ukrainienne très, très nationaliste. Mais bon, si ça a Et à se faire, oui, ouais, je rajouterais une chose aussi, c'est que on s'en souvient pas, mais lors de la signature à Dayton, mais à Paris, au Palais de l'Élysée, parce que les accords de Dayton ont été paraphés par les trois chefs de l'ex-Yougoslavie, si je peux m'exprimer ainsi, le président Tudjman de Croatie, si. Izetbegovic de Bosnie et Milosevic de Serbie. Or, tout le monde avait dit jamais on ne serrera la main à Milosevic, Non, le c'est boucher le de Belgrade. boucher, c'est Ouais, le responsable d'un génocide, voilà. etc. C'est le même discours que vous entendez aujourd'hui. On ne va pas serrer la main à Poutine, on ne va rien signer avec lui. Mais alors, on fait la paix avec qui? Et donc, Exactement. moi, je peux m'attendre à ce que à Ankara, en Turquie, Zelensky et Poutine se rencontrent pour signer la paix. L'histoire est faite de ces Oui. rebondissements. Ou à Astana. Mais Oui, ou à l'élément Astana. important ici, c'est on a souvent tendance à se dire, écoutez, la paix et la justice, c'est des synonymes, ça va ensemble. Non! Encore une fois, c'est le point d'Avishai Margalit. La Mhm, paix et la justice, ils sont souvent opposés. Et dans bien mhm, des cas, on doit accepter, au nom de la paix, que
la justice ne sera pas rendue. Et Complètement, en tout cas. complètement. Donc, voilà. Donc, et ça s'est produit dans le passé. Donc, Milosevic, qui a ultimement été accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui est décédé avant la fin de son procès aux Pays-Bas. Donc, pour mettre un terme au conflit, c'était la paix d'abord et avant tout. Donc, il était hors Voilà. de question de dire à Milosevic, tu signes le traité de paix, puis le lendemain matin, on t'arrête, puis tu vas être traduit en justice, parce qu'au nom de la justice, c'est ce qui doit être fait. Ben non. Si on lui avait dit ça, il n'aurait jamais signé la paix, puis les massacres auraient continué encore pendant Sauf des que mois. c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, mais Ça a pris quelques ça a années pris et quelques c'est le années. gouvernement serbe, un nouveau gouvernement serbe qui avait battu Milosevic dans une élection, qui a exécuté le mandat de l'OTAN, mandat obtenu du tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie, d'arrêter Milosevic Voilà. à Belgrade et de l'amener à la cour, au International. tribunal pénal, excuse-moi, aux Pays-Bas. Et ça a coûté la vie au premier ministre serbe qui a été assassiné quelques mois plus tard. Oui, oui, exactement. Et puis, Ouais, Carla Del Ponte, qui était la procureure en chef ouais, du tribunal, elle demandait aux Américains, elle dit, mais il y a un mandat d'arrêt, on doit l'arrêter, donnez-moi les ouais, moyens pour aller le chercher, puis qu'il soit traduit en ouais, justice. Puis Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américaine à l'époque, lui avait dit, écoute, on comprend, mais c'est pas le bon moment. ouais. La peur, c'était si on l'arrête maintenant, il va y avoir, le conflit va renaître, Mhm, et puis on veut éviter ça à tout prix. Donc, encore une fois, c'est très important de se dire, lorsqu'on parle de compromis politique, que la notion de paix et la notion de justice ne sont pas des synonymes, que mhm, souvent, on doit accepter, au nom de la paix, que la justice ne sera pas entièrement rendue. Et puis encore une fois, il va falloir peut-être s'y faire dans le cas du conflit en Ukraine, d'accepter qu'effectivement, il y a eu et de part et d'autre d'ailleurs, il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis, que malheureusement, mais au nom de la paix, malheureusement, il y a certains de ces crimes-là qui vont rester, mhm. qui vont demeurer impunis. Donc, Voilà, tout à se produire, ça ne sera pas une nouveauté, ça a eu lieu dans le passé. Et puis encore une fois, opposition entre paix et justice et la nécessité de faire des compromis symboliques. Je pense qu'on a deux bons exemples ici, tout à fait. de l'Égypte et Israël, et puis des accords Ouais, de Dayton en ex-Yougoslavie. Donc, ouais. on doit toujours apprendre de l'histoire. C'est pour ça que l'histoire est une discipline qu'on continue à enseigner parce que l'histoire se répète. Voilà. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Écoutez, graduellement, on est rendu à plus de 1 000 abonnés sur YouTube. Puis je suis content aussi. Je vois les statistiques de la version audio du podcast et semaine après semaine, le niveau d'écoute augmente lentement mais sûrement. Donc tout ça, c'est très encourageant. On vous remercie de votre fidélité. On fait ça pour vous d'ailleurs. On fait pas ça, moi et Jocelyn, juste pour le plaisir de se parler une fois par semaine. Une espèce de principe pédagogique aussi. Puis je pense que c'est important d'essayer de vulgariser autant que possible la politique internationale, des questions politiques pour vous permettre de mieux comprendre le monde. Et puis, ben, écoutez, encore une fois, on vous invite à aimer le vidéo, à le partager abondamment avec vos amis. Encore une fois, c'est très important de nourrir, d'entretenir l'algorithme. Et donc, sur ce, ben, écoutez, on vous souhaite une belle semaine. Et puis, on se revoit mercredi prochain pour le 12e épisode de notre balado, L'état du monde. Allez, au revoir. Merci, au revoir.